Et merci à tous d'être là ce matin. Alors, je suis Guénaëlle Go, directrice générale de l'Obsoco. J'étais accompagnée là de Agnès Crozet, secrétaire générale de l'Obsoco, qui vient de retirer sa caméra, et Boris Descarrega, que vous voyez, qui est directeur associé, et qui tous les deux ont beaucoup travaillé sur ce dispositif. Donc, on est très content de vous en présenter les principaux enseignements aujourd'hui. Alors, l'Observatoire des mobilités émergentes, là, on vous présente ça, on l'a fait en partenariat, on l'a réalisé en partenariat avec Chronos. Et Laurent Gégou nous en dira aussi un petit mot après les principaux enseignements. Et puis, en partenariat également avec l'ADEME, Marie Joly interviendra aussi à la fin de ma courte présentation, ainsi que Christophe Fanichet, qui est PDG de SNCF Voyageurs, et tous les deux nous donneront une petite lecture de ce qu'ils en retirent. Bien sûr, on aura le temps ensuite pour des échanges. Et tout de suite, hop, je vais passer à la présentation et vous allez me dire si tout va bien et si vous pouvez la voir. Est-ce que tout fonctionne? Quelqu'un peut-il me confirmer? Alors, moi, je te confirme que tout fonctionne et je précise, si jamais vous souhaitez voir l'écran en entier et pas avoir les gens sur la droite, vous avez les 3 petits points en bas à droite de votre écran et vous pouvez régler, modifier la mise en page et régler la mise en page sur projecteur. Merci Agnès. Alors donc, cet observatoire des mobilités émergentes, en fait, l'observatoire des mobilités émergentes, en fait, c'est la quatrième édition. C'est un observatoire qui est né en 2014 et que nous avions mis en place déjà avec Chronos, l'ADEME et la SNCF pour mesurer et suivre dans le temps l'engagement des Français dans des pratiques de mobilité donc émergentes et objectiver un peu tout ça, objectiver leurs attitudes et comprendre les déterminants en fait de ces comportements et de ces nouveaux comportements. Alors, cette édition en 2020, c'est un numéro un peu hors série. On vit une année un peu hors série de toute façon. Et donc l'idée, en fait, de reconduire dans un contexte très particulier, celui de la crise sanitaire, évidemment, en 2020, cet observatoire, c'était de pouvoir mesurer en fait les évolutions qu'induisait et qu'induit toujours cette crise sanitaire et pouvoir comparer avec ce qui s'est passé lors des vagues précédentes. Et puis c'était aussi pouvoir anticiper un peu l'impact de l'épidémie à moyen et peut-être plus long terme sur les comportements et les aspirations en matière de mobilité. En fait, comme vous allez le voir, en fait, l'enquête a été menée du 21 au 29 octobre, c'est-à-dire qu'on situe vraiment et on enregistre ce qui s'est passé entre les deux confinements, puisque le second confinement est intervenu le 30 octobre. Cette période d'entre-deux est particulièrement intéressante à observer. Ça a été très intéressant à analyser parce qu'en fait, elle se situe à un carrefour finalement entre la persistance des nouvelles habitudes prises depuis déjà 8 mois et puis une forme de retour à la normale, mais pas tout à fait à la normale et on va le voir, mais en tout cas de reprise d'activité avec, bon, il y a eu les vacances, reprise d'activités estivales, mais pas tout à fait comme d'habitude, et puis la rentrée aussi de septembre. Donc, une période vraiment intéressante à observer pour pouvoir aussi se projeter dans ce que pourrait être 2021 et la sortie en fait progressive de cette crise sanitaire. Comme souvent à l'Obsoco, en fait, on a choisi d'étudier pour aller beaucoup plus dans la granularité des résultats. On a choisi de monter un échantillon assez conséquent. Donc, on travaille là sur une base de 4500 personnes représentatives de la population française, âgées de 18 à 75 ans. Donc, voilà pour dresser un petit peu le cadre et la méthodologie. Et je reviens tout de suite aux principaux enseignements et analyses, bien sûr, dont vous retrouverez les détails dans le dossier de presse. Alors, le premier point qui est intéressant évidemment à mentionner, c'est l'état des déplacements durant les deux confinements. L'état des déplacements dans un contexte où la mobilité était extrêmement contrainte, voire interdite. Mais entre les deux confinements, c'était plus le cas. Et ce dont on s'est aperçu, en fait, c'est que malgré
la reprise progressive de l'activité, la possibilité de se déplacer, la période de l'entre-deux confinement a été marquée par une forte limitation des déplacements individuels. Comme vous pouvez le voir, là, on couvre vraiment du 20 mai au 29 octobre. Alors, il y a eu au mois de juin, comme vous le voyez, en fait, on demandait aux gens en fait ce qu'ils faisaient. Et comme vous le voyez, au mois de juin, il y a eu un petit peu plus de gens, 38%, qui avaient repris le cours de leur vie normale. Mais enfin, ça reste quand même qu'un bon tiers des Français. Il y avait une proportion majoritaire qui limitait encore les déplacements et les contacts, et voire un Français sur 10 qui restait toujours confiné. Là, en fait, ce qu'on observe dans notre observatoire à la veille du second confinement, c'est une situation qui finalement, et vous voyez, c'est assez similaire tout le long de la période. Là, on a un quart des Français qui avaient repris le cours de leur vie normale. Donc, pour la rentrée, un quart des Français avaient repris le cours de leur vie normale. 55% limitaient encore leur déplacement. Et puis, il y en avait près d'un sur 5, 19%, qui restaient confinés. Alors, évidemment, il y a des distinctions importantes et notamment des distinctions relatives à l'âge. Les personnes qui restent confinées sont les plus souvent les plus âgées. Celles qui ont repris le cours de leur vie normale sont souvent des actifs dont l'activité justement nécessite de sortir. Parce que qu'est-ce qui sous-tend et qu'est-ce qui permet en fait cette forte démobilité qui persiste, c'est en partie justement le télétravail. Et on a vu sur cette période que le télétravail s'est prolongé. Alors, dans la population active, ce qu'on mesure, c'est qu'il y a environ 42% des actifs qui ont la possibilité de télétravailler. C'est-à-dire qu'une partie de leurs missions, de leurs tâches, sont réalisables à distance. Parmi ces 42%, donc le potentiel de télétravailleurs, ce qu'on voit en octobre, c'est que plus des 2 tiers, 68%, ont poursuivi en fait le télétravail. Ils ont poursuivi ce télétravail sur toute la période, alors même qu'on n'était plus confinés. Alors, un télétravail qui prend plusieurs formes, comme vous pouvez le voir, c'est à temps complet pour 27% d'entre eux. On alterne télétravail et présentiel à 41% d'entre eux. Ça, alors c'est en général, c'est 2 jours de télétravail, 3 jours au bureau, ou au contraire 3 jours de télétravail, 2 jours sur site. Et en tout cas, voilà, une poursuite du télétravail quand, en revanche, 30% de ceux qui ont la possibilité de télétravailler étaient retournés vraiment sur le même rythme qu'avant crise, et 2% d'entre eux étaient en arrêt. Donc le télétravail a évidemment soutenu cette démobilité. Malgré tout, en fait, on voit qu'il y a et on a pu constater qu'il y avait des freins en fait à ce télétravail qu'il est intéressant de mentionner. Dans la très grande majorité des cas, comme vous voyez, c'est 43% en fait. Si on ne télétravaille pas, pourquoi est-ce qu'on ne télétravaille pas? C'est parce que les employeurs, ils sont réticents. 43%. C'est intéressant et ça explique aussi aujourd'hui certaines revendications, certaines négociations que l'on retrouve dans des entreprises au sujet de ce télétravail qui s'était un peu installé, mais qui au fur et à mesure du temps s'est maintenu, mais pas pour tout le monde. Alors, l'employeur peut être un frein. On sait la culture très hiérarchique, très centralisée française. On voit aussi pour un peu plus d'un quart des personnes qu'on a interrogées et qui donc n'ont pas télétravaillé malgré le fait qu'une partie de leurs tâches pouvaient être réalisées à distance, qu'il y a aussi des contraintes, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas travailler dans de bonnes conditions depuis leur domicile, ce qui appelle sans doute aussi à d'autres actions par d'autres acteurs pour aménager ces possibilités et l'employeur y compris. Parce qu'en revanche, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a que 15% qui n'aiment pas effectivement le télétravail et s'y refusent. Alors pour les autres, la fraction des 16%, dans la très grande majorité des cas, c'est parce que seule une fraction des tâches en fait associées à leur profession peut être effectuée à distance. Donc, le télétravail comme soutien en fait à ces démobilités et du potentiel encore d'ailleurs de télétravail. L'autre pilier en fait qui a pu et qui permet toujours à cette démobilité de se maintenir,
c'est le changement dans les modes d'approvisionnement. Alors c'est vrai que depuis le début de cette crise sanitaire, on voit que les gens ont un peu revisité la façon dont ils s'approvisionnent par des contraintes là aussi de mobilité. Alors d'une certaine manière, il y a aussi des aspirations à la proximité qui se sont alignées avec les contraintes. On ne pouvait pas se déplacer et donc on a été obligé de faire ses courses dans un périmètre plus réduit. Et on a aussi eu recours de plus en plus au digital, au numérique, et ce qui a pu aussi permettre de compenser, et de ne pas se déplacer. Donc là, on a pu observer des vrais effets de cliquer sur le e-commerce. Alors le recours au drive, on voit donc que 17% des Français y ont eu recours plus souvent qu'avant. Le recours à la livraison de produits non alimentaires, et puis la livraison aussi de courses alimentaires. Alors c'est vrai que ces pourcentages peuvent paraître assez modestes. En réalité, ils concernent des millions de Français, et surtout, comme je vous le disais, on a passé un effet cliquet alors que tout ça était relativement bas en France et plutôt stagnait. Là, on voit ces pratiques de plus en plus se répandre, et puis aussi se répandre sur, même si elles concernent davantage les plus jeunes, même si elles concernent davantage les actifs, même si justement les télétravailleurs y ont eu beaucoup plus recours. On voit aussi les seniors, qui en revanche étaient moins aguerris à tout cela, s'y mettre. Donc le drive, le e-commerce, le digital en général, évidemment on a accéléré. Alors on dit souvent, alors ça dépend de quel type de pratique, mais qu'on a gagné de 3 à 5 ans en termes d'accélération sur l'adoption. Alors pas tellement la pénétration de ces pratiques, mais aussi la diversité de toutes ces pratiques. Alors, sur les modes de déplacement maintenant, ce que l'on observe dans notre observatoire, c'est une mobilité, évidemment, qui elle aussi suit les contraintes imposées, mais qui est une mobilité en proximité, en fait. Et du coup, celle-ci induit en fait une hausse évidemment de la marche et du vélo, comme vous pouvez le voir en fait sur ce graphique. Il y a un usage en hausse pour 27% des Français versus une baisse chez seulement 5% pour ce qui concerne par exemple le vélo. Et on voit également la marche pour la marche, pardon, et on voit également le vélo qui gagne du terrain. On voit aussi la voiture personnelle. Alors juste sur le vélo, je reviens un instant, on a vu aussi, on a posé des questions, il y a à peu près 5,7% des Français, soit environ 2,4 millions de personnes qui ont d'ailleurs acheté un vélo classique. Il y a près d'1 million qui ont acquis un vélo électrique depuis le début de cette crise sanitaire. Donc on voit en fait, voilà, la marche, le vélo, c'est mobilité de proximité individuelle, de proximité qui se sont développées. Mais on voit aussi le recours à la voiture personnelle qui s'est accru. Alors de façon un peu plus modérée, mais tout de même 15% des Français ont augmenté leurs usages, même si 12% ont diminué. Il y a un solde d'évolution qui est tout de même positif. Et puis ce qu'on voit, c'est que toutes les autres formes de transport sont soit stables, quand on fait la balance entre ceux qui l'ont augmenté et ceux qui l'ont diminué, soit en diminution, alors légère dans la majorité des cas, mais à l'exception des transports collectifs, comme vous pouvez le voir notamment sur le TGV ou les transports collectifs urbains, -8, -10 en indice. Et puis parmi les transports collectifs urbains, on ne vous montre pas tout, mais effectivement, c'est le métro et l'autobus dont l'usage c'est le plus dégradé. Donc là, on fait une redistribution des usages de transport vraiment au profit des modes les plus individuels et les plus de proximité. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, tout le territoire ne fonctionne pas de la même façon. Enfin, les Français ne fonctionnent pas de la même façon sur tout le territoire. On voit les grandes aires urbaines et plus spécifiquement les villes-centres des grandes métropoles voient en fait leurs habitants, qui étaient plutôt des usagers assidus des transports collectifs, qui sont évidemment plus marqués
par ces évolutions que des tissus moins denses. Alors, ce qui est intéressant d'observer aussi, c'est que si la réduction d'usage des transports collectifs résulte de la diminution générale de la mobilité, c'est partiel. Vous voyez là, en fait, quand on a demandé aux gens quelle était la raison pour laquelle ils avaient réduit leur usage des transports collectifs urbains, pour 37%, c'était parce que ils avaient réduit leur déplacement en général. Mais cette réduction, c'est aussi et surtout, pour près des 2/3 des Français, 63%, la conséquence d'une stratégie délibérée d'évitement. On a la volonté d'éviter les transports collectifs et de privilégier d'autres modes de transport. Et là, évidemment, du fait de la préoccupation sanitaire. Alors, cette préoccupation sanitaire, on voit que les acteurs, on a plutôt confiance dans les acteurs, même si la confiance est assez modérée, mais on a plutôt confiance dans les acteurs du transport, en tout cas les acteurs institutionnels du transport, pour assurer des conditions de nettoyage, de désinfection, de distanciation physique qui permettent en fait qui pourraient permettre de limiter l'inquiétude, un petit peu plus confiant, donc 57% de confiance s'agissant des compagnies aériennes, 52% pour les grandes entreprises de transport en commun, même si encore une fois la confiance est plutôt modérée, puisque comme vous le voyez, le tout à fait confiance est quand même minoritaire et réduit. Un peu moins confiance, voire un inversement en fait des tendances sur les acteurs qui sont les plus récents, les opérateurs les plus récents, que sont les compagnies de VTC ou le covoiturage ou les véhicules en libre service, ce qui s'explique aussi par les chiffres suivants, c'est-à-dire qu'il s'agisse des entreprises ou de leur personnel, même s'il y a une part non négligeable des Français qui dit pas avoir confiance dans la manière dont les acteurs, disons, institutionnels du transport traitent ces enjeux sanitaires. En fait, ce qu'on repère là, à la toute fin de ce slide, c'est surtout à l'égard des autres usagers. Que la défiance est la plus forte. Comme vous le voyez, en fait, et là, pour le coup, 52% des Français nous disent qu'on ne peut pas faire confiance, voire pas du tout. Pour 22%, hein, près d'un quart, on ne peut pas faire du tout confiance aux autres usagers des transports, des transports collectifs. Ça rejoint d'autres de nos études, hein. On suit au long cours cette crise sanitaire par le biais d'une interrogation quotidienne et une observation ethnographique d'une communauté de Français et puis des prises aussi quantitatives régulières. Et on voit bien en fait que la méfiance, la défiance vis-à-vis de l'autre a progressé depuis le début de cette crise, que les gens se crispent particulièrement sur le port du masque, sur les gestes barrières, et on voit que en l'occurrence, dans les transports collectifs, le problème c'est le collectif, le problème, l'enfer c'est les autres. Alors donc une forme une démobilité qui s'est installée dans cet entre-deux confinement. Et puis, finalement, une expérience des formes de changement dans les modes de mobilité, une expérience de ces changements qui avait plutôt été vécue de manière positive. En fait, on a demandé aux gens si, justement, on a demandé aux gens qui avaient modifié, réduit ou augmenté l'usage des modes de transport du fait de la crise, comment ils évaluaient en fait leur expérience, est-ce qu'ils étaient satisfaits, donc en l'occurrence sur une échelle de 0 à 10, et leur satisfaction est plutôt manifeste. Alors, on a 18% qui nous disent être très satisfaits, et qui donnent ainsi, par exemple, des notes au-delà de 9. On a 37% assez satisfaits, mais une note moyenne en fait qui est de 6,7. Alors avec des différences, hein, comme vous voyez sur la droite, les personnes les plus satisfaites de ces changements
on les retrouve davantage dans les agglomérations les plus densément peuplées. On les retrouve davantage chez les gens qui télétravaillent. En fait, voilà, en matière de mobilité, ceux qui ont le sentiment d'avoir à gagner au change, c'est davantage les populations urbaines, hein, qui, dans la majorité des cas, avaient déjà la possibilité d'effectuer des déplacements en relative proximité, et puis qui ont une organisation aussi professionnelle suffisamment souple pour limiter les déplacements domicile-travail. Donc, on voit que eux, et quand on regarde un peu ce qui se passe, quand on va dans le détail de ces motifs de satisfaction, on voit que la pression en fait du rythme des villes et des grands pôles urbains a baissé évidemment du fait de cette crise, et que ça a été pour eux un soulagement. On parle de calme, on parle de plus de sérénité, et donc là, forcément, l'expérience qu'ils ont eue de ces changements a été plus positive. À l'inverse, ce qu'on voit, c'est que les personnes les moins satisfaites de leur expérience de cette démobilité sont en revanche surreprésentées chez les femmes, chez les plus âgés, chez les personnes les plus inquiètes, évidemment, de leur santé, et qui étaient aussi plus attachées au transport en commun, et pour qui, du coup, ça devient plus compliqué. Donc, ce qu'on voit également, c'est que la satisfaction, évidemment, se concentre sur les formes de transport individuels. Alors, à cet égard, on voit les petits changements de sémantique. On parlait beaucoup des modes de transport doux pour la marche, la voiture, pour la marche, pardon, le vélo, par exemple. Et on voit que là, on parle plus d'individuel parce que c'est évidemment le bénéfice pendant cette crise. C'est que donc ces transports-là et cette satisfaction-là, en fait, elle est plus prononcée sur ces moyens de transport, sur la voiture également. Et à l'inverse, vous le voyez encore, ce sont les modes de transport collectifs qui sont plutôt en bas de tableau. Alors pendant cette crise, un certain nombre d'aménagements sont intervenus. Les pouvoirs publics ont pu aménager l'espace public pour justement faire plus de place à ces mobilités-là, que ce soit les mobilités piétonnes ou les vélos. Là, on a posé la question à l'ensemble des Français, et qui semblent avoir majoritairement apprécié en fait ces aménagements. En particulier, alors on le voit, des pistes cyclables, 78% nous disent que c'est une bonne chose, voire 40% une très bonne chose. On le voit aussi de la piétonisation de certaines zones des villes. Un petit peu plus mitigé, en revanche, la limitation à 30 km/h en ville. Malgré tout, 58% d'avis positifs pour 31 négatifs. En fait, ce qui est intéressant pour les pistes cyclables et la piétonisation, c'est plutôt bien perçu par les populations en général, qu'elles soient des grands, petites ou moyens pôles urbains. Ce qu'on voit malgré tout, c'est que les habitants de l'agglomération parisienne sont peut-être un petit peu plus critiques à l'égard de ces aménagements. En revanche, c'est la limitation à 30 km/h, elle est beaucoup plus critique au sein des couronnes périurbaines, des communes isolées, et plus généralement du tissu le moins dense en fait de notre territoire, où évidemment le recours à la voiture est plus fréquent. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la plupart du temps, ce sont pour des raisons de sécurité que ces aménagements sont appréciés, mais aussi des raisons environnementales, hein, et on sait la préoccupation très forte qui monte en puissance depuis plusieurs années sur ce terrain de l'environnement. Alors, une expérience qui est plutôt bien vécue, des aménagements qui sont plutôt appréciés. Maintenant, on a voulu explorer aussi l'impact de la crise sur les représentations. Et là, alors ce qu'on voit, alors forcément, on a vu le retrait, la plus grande difficulté par rapport au transport en commun. Pour autant, comme vous pouvez le voir, pour 60% des Français, l'avenir sera toujours au mode de transport collectif.
Et alors, malgré tout, et ça fait sens par rapport à ce que je viens de vous décrire, mais on voit une certaine diminution, moins 9%, moins 9 points pardon, par rapport à 2018 sur cette proposition-là, versus les transports individuels. En fait, ce qu'on voit, ça se situe bien là, hein, entre l'individuel et le collectif. Et ce qu'on voit, c'est finalement un petit regain de la voiture durant cette crise. La voiture qui finalement est aussi une réponse, et parfois pour certains la seule, pour répondre à la fois aux risques sanitaires et puis finalement à ce dont on a été et ce dont on est toujours le plus privé pendant cette crise, c'est-à-dire d'un peu d'espace de liberté. Donc là, ce qu'on voit, c'est que effectivement, ce côté, la liberté, l'autonomie que procure la voiture est quelque chose auquel les Français sont attachés, même si il y a une proportion non négligeable qui et ces aspirations existaient aussi avant crise, mais qui continuent de dire qu'effectivement, on devra progressivement se diriger vers d'autres modes que la voiture. Mais regarde la voiture, alors dans ce qu'elle confère en autonomie, en liberté, et puis regarde, on le voit aussi à d'autres indicateurs comme ce petit reflux aussi des services de mobilité plus que de la propriété. En fait, on voyait de plus en plus se développer. Alors, non seulement un attachement plus modéré à la voiture, mais en plus plus ponctuel. Il y avait moins cette idée que voilà, on devait posséder son moyen de transport. Là, évidemment, toujours dans la logique individuelle, on voit refluer les propositions qui consistent à l'abonnement, la location longue durée, le partage, l'autopartage, etc. Donc alors, ce faisant, ce qu'on observe en fait durant cette crise sanitaire, sur ce plan-là, mais comme sur bon nombre d'indicateurs, c'est un accroissement des clivages en fait au sein de la société. Il y a à la fois cet attachement aux véhicules automobiles et à la propriété qui semble se renforcer du fait de la crise, mais ce faisant, on voit aussi en fait une part minoritaire mais croissante de gens qui affirment une posture de plus en plus critique à l'égard de la voiture. Donc on a ces opposés, cette polarisation qui s'accentue. Alors maintenant, en termes de projection et d'anticipation, si on essaie un petit peu de voir ce à quoi les gens s'attendent ou se préparent, ce qu'on voit, c'est que dans les mois qui viennent, là, on parle bien des mois à venir, et on posait la question donc avant le deuxième confinement, sans que il n'y avait pas encore tout à fait les incertitudes, à la fois les certitudes qu'on a aujourd'hui, mais aussi les incertitudes à très court terme. En tout cas, ce que nous disaient alors les gens, c'est que ils pensaient, en tout cas, comme vous voyez, tout est rouge, que ce soit pour la colonne de gauche, c'est-à-dire l'anticipation de l'évolution de la fréquence de leur déplacement, et puis à droite de la distance, des distances qu'ils pensaient parcourir. On voit bien que la démobilité qu'on a constatée, et le premier des graphiques que je vous ai montré, devrait continuer à être relativement stable dans les mois qui viennent. Les gens anticipent moins de déplacements pour aller sur leur lieu de travail, moins de déplacements même professionnels, et puis au-delà de ça, tous ces déplacements qui sont peut-être moins essentiels, même si le terme est bien sûr discuté, mais que sont les vacances, le shopping, aller dans les magasins, ou même les activités, les différentes activités. À la fois, on s'y déplacera moins dans les mois à venir, mais on ira moins loin. Et ça, c'est alors ce recentrage sur l'essentiel. C'est quelque chose que l'on voit dans la consommation en général aujourd'hui, c'est-à-dire que en matière de consommation, ce qu'on mesure dans d'autres études, c'est que voilà, on est vraiment sur l'utile
l'essentiel, et que, par exemple, la consommation plaisir, pour le moment, elle est reportée à plus tard. En tout cas, elle s'efface. Sur les déplacements, on est sur la même dynamique. On se concentre vraiment alors parfois c'est compliqué, hein, les gens qu'on interroge tous les jours en souffrent, hein, ils ont l'impression de pouvoir, certains verbatim sont à cet égard assez éclairants, de pouvoir gagner leur vie sans pouvoir la vivre, mais voilà, pour le moment en tout cas, c'est ce qui se passe, et à moyen terme, c'est ce à quoi les Français se résolvent. Alors, s'agissant des modes de déplacement, au quotidien, du coup, là aussi, on continue sur la trajectoire que l'on avait pu observer et que je vous ai montré en début de présentation, c'est-à-dire que on continue de se dire qu'on va augmenter la marche et plutôt le vélo, une certaine stabilité, hein, vous avez vu, ça se compense un peu sur la voiture personnelle. Certains vont complètement l'arrêter, puis d'autres au contraire vont l'augmenter. Mais on continue de voir en fait ce qu'on a observé entre les deux confinements devrait se maintenir, un peu plus réduit pour ce qui est des transports collectifs urbains, mais malgré tout on est sur la même dynamique. Et quant au déplacement occasionnel, là pour le coup, puisque en bas de tableau vous voyez que l'avion va effectivement, pour beaucoup de Français, anticipe en fait de diminuer l'usage de l'avion. En général, c'est justement au profit de la voiture. Là, on est sur les déplacements occasionnels, les vacances, les visites aux proches ou les déplacements plus ponctuels, avec des diminutions aussi, des diminutions de la mobilité en général, en fait, hein, qui affectent les transports collectifs. Alors, une dynamique des mobilités qui devrait perdurer, et aussi qui devrait perdurer dans la mesure où une partie des gens qui peuvent télétravailler anticipent de maintenir le télétravail. Alors là aussi, vous voyez, c'est assez clivé, c'est-à-dire 54% poursuivraient le télétravail. On est sur 54% donc des gens qui peuvent télétravailler. Et que ce soit un jour, 2 jours, 3 jours ou davantage, mais on est toujours aux alentours de ce qui se pratique aujourd'hui, entre 1 jour et 2 jours par semaine, qui devrait poursuivre en fait le télétravail. Alors, juste pour synthétiser, ce qu'on voit donc, c'est une démobilité qui est relativement durable à moyen terme. C'est pour soutenir en fait cette mobilité. Là, il y a le travail et les achats en ligne qui s'ancrent dans les habitudes. Une mobilité qui est une mobilité vraiment de proximité. Et donc forcément les modes de transport qui favorisent les modes de transport tels que la marche et le vélo. L'expérience d'ailleurs est plutôt bien vécue. Et puis à la marge, en fait, c'est vrai que les représentations, ça joue beaucoup, et on voit quand même des évolutions sur le plan des transports, des évolutions parfois très divergentes entre les populations que l'on observe, pour finalement en fait se dire que dans la période qui s'ouvre, on devrait poursuivre en fait la trajectoire actuelle. Alors, quand on met aussi ça, c'est intéressant de mettre ça dans un contexte qui est peut-être un petit peu plus qui va au-delà en fait, mais qui implique la mobilité, de tout ce que l'on peut en fait observer par ailleurs. On parle de clivage dans les perceptions. Ce qu'on voit aussi et qui devrait impacter la mobilité, c'est des transformations économiques et sociales très importantes dues par cette crise. On le voit dans nos études sur le Covid, hein, il y a
de plus d'un tiers en fait des Français qui aujourd'hui voient leur situation financière s'être dégradée et anticiper des dégradations futures quand d'autres ont pu au contraire épargner. Donc là, il y a une tension. Cette tension, elle va créer aussi des univers de contraintes très différents. On sait toujours que les comportements sur la croisée d'aspiration et de contraintes, ben là, il y a une proportion de la population qui va être extrêmement et de plus en plus contrainte, et y compris financièrement, et donc y compris dans ses moyens de mobilité. Ce qu'on voit également, c'est que la crise sanitaire, alors effectivement, a fait passer peut-être au second plan la préoccupation environnementale qui était devenue extrêmement forte des Français, mais au second plan, elle n'en a pas reflué pour autant. Elle reste très importante. Elle s'est même confirmée comme une attente très forte à l'égard des acteurs institutionnels et des entreprises. Donc, en tout cas, elle n'a pas essoufflé les désirs qui amenaient à répondre par une transition écologique. C'est important. Et là aussi, on voit, et par rapport au point précédent, que ça peut être un peu compliqué, parce que quand on voit du coup, dans le contexte sanitaire, on va utiliser davantage la voiture, qu'il y a un regain de la voiture, mais malgré tout, que la préoccupation environnementale reste forte, ben, ça provoque une tension chez une sorte de dissonance cognitive chez les Français qu'il va falloir réduire. On a vu comment cette tension avait été l'allumette qui avait fait démarrer, par exemple, aussi le mouvement des Gilets jaunes. Il y a une accélération des tendances plus générales sur les modes de vie qui, là aussi, vont impacter les territoires, donc qui vont impacter la mobilité. On voit bien, et on l'observait par exemple dans d'autres études, ou l'observatoire qu'on a pu réaliser sur les usages et la présentation des territoires et la ville, que les populations qui vivent dans un environnement très très dense ont tendance à vivre de moins en moins bien, qu'il y a une aspiration générale au ralentissement à la nature et que on en dispose encore moins. Et donc, pour ces villes-centres des métropoles françaises, on voit déjà d'ailleurs le solde migratoire qui est négatif depuis de petites années. Et donc là, ces aspirations au ralentissement à la nature, elles se manifestent par un désir d'aller vivre ailleurs. Alors, vivre ailleurs, c'est pas forcément s'exiler dans des territoires très isolés, très reculés. En général, on aspire toujours à la strate d'en dessous, hein, les villes de taille moyenne, et quand on est dans des villes de taille moyenne, les villes plus petites. Mais en tout cas, on voit bien que pour certains d'entre eux, le verrou qui empêchait en fait à cette aspiration qui était croissante, hein, qu'on observe depuis 3-4 ans maintenant et qui se renforce, et particulièrement donc dans les milieux denses. La limite, c'était le travail. Avec le télétravail qui se développe, un des verrous est en train de sauter, donc va peut-être justement permettre de transformer ces aspirations en comportement. Il y a évidemment la question de l'accélération du numérique, alors que ça soit, on l'a vu sur le e-commerce, le drive, le click and collect, tout ce qui est omnicanal en fait, a énormément progressé. Les usages se sont répandus, la diversité des usages s'est intensifiée. Alors ça a évidemment un impact sur le commerce, mais c'est un impact aussi dans la numérisation dans le travail, sans doute. Et puis, justement, lié à cette numérisation dans le travail, à l'explosion aussi du télétravail qui en est l'illustration, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une modification aussi du rapport plus général au travail. C'est pas seulement le télétravail, mais dans cette crise, c'est manifesté beaucoup d'autonomie. En fait, de la part des employés, donc qui vont accélérer aussi un besoin de souplesse, un besoin d'autres formes de rapports hiérarchiques. Et là aussi, ça peut changer le rapport à la mobilité. Et puis, last but not least, cette crise, on se souvient, on avait parlé de la distanciation sociale avant que de parler de distanciation physique, de se rattraper un peu mais en réalité, ce qu'on est en train d'observer, comme je vous le disais, un
un moment et qui se manifeste en fait dans les transports collectifs, c'est qu'on est bel et bien maintenant à près de 10 mois du début de cette crise, un moment où il y a une distanciation sociale qui s'est produite et un tissu social qui est un peu abîmé. Comme je vous le disais, les gens constatent de plus en plus en fait à la fois d'agressivité, de défiance, d'indifférence, mais ils disent aussi le ressentir plus fortement. Et on voit en fait que il va falloir retisser vraiment du collectif et agir en fait sur tout cela pour rafistoler un peu cette société dont les liens se sont distendus. Donc voilà, ça c'était pour ouvrir un petit peu le panorama et qui va sans doute aussi impacter la mobilité. Je n'ai que trop parlé maintenant, je vais passer la parole. Alors d'abord peut-être à toi, Laurent. Donc Laurent Gégou est chef de projet mobilité et prospective chez Chrono. Je vais le laisser réagir et puis ensuite je passerai la parole à Marie puis Christophe et puis ensuite vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Oui, merci Guinaël. Bonjour à tous. Donc, je vous propose une mise en perspective des enseignements de cette édition spéciale de l'Observatoire avec certains des grands enjeux de mobilité aujourd'hui. Alors, en partant d'une question, qu'est-ce que cette photographie nous dit des perspectives d'évolution des grands chantiers de la mobilité durable? Qu'est-ce qu'elle nous dit, notamment à travers les changements de pratiques opérés par les Français, mais aussi à travers la façon dont ils se projettent? Donc, comme point de départ, si je devais formuler les 3 grands enjeux pour une mobilité durable de notre point de vue, je les déclinerai de la façon suivante. 1, rendre les centres urbains plus vivables. 2, construire une mobilité pour tous. 3, réduire l'impact climat des mobilités. Donc, rendre les centres urbains plus vivables, on peut penser ici à la pollution de l'air, la congestion, l'emprise de la voiture sur l'espace public, le vécu des temps de mobilité ou encore les rythmes de la ville et la qualité de vie. 2, construire une mobilité pour tous. Cet enjeu fait référence à 2 notions principales, l'accessibilité, donc l'accès à une mobilité la moins contrainte possible dans tous les territoires, et l'inclusivité. Là, il s'agit de réduire les freins d'ordre financier ou psychosociaux vis-à-vis de la mobilité. Et réduire l'impact climat des mobilités, je fais référence ici aux émissions de gaz à effet de serre. Donc, pour rappel, en France, les transports représentent environ 30% des émissions et l'empreinte du secteur continue d'augmenter, contrairement à celle des autres secteurs. Alors, partant de là, quels enseignements? Donc, je vais développer trois points. Donc, premièrement, c'est avant tout le contexte de mobilité urbain qui pourrait sortir gagnant de la crise. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Qu'il apparaît que les phénomènes d'accélération, voire certains points de bascule, qui ont été observés à la faveur de la crise, sur des leviers de changement importants, ont concerné au premier chef les urbains. Donc, quelques exemples parlants. L'accélération sans précédent de la diffusion de la pratique du vélo et de la marche. Donc, en effet, la crise semble avoir ici joué un rôle de catalyseur très puissant sur une dynamique qui se renforçait déjà depuis quelques années et a permis la mise en œuvre à marche forcée de certains chantiers que les avocats du vélo peinaient à porter depuis une dizaine d'années. Pour le vélo, par exemple, on observe à la fois une modification des pratiques dans le sillage direct de la crise, mais, fait majeur, les projections exprimées par les usagers ou encore leurs achats ou projets d'achat d'équipements laissent présager une réelle pérennité des nouvelles pratiques. Donc ça, c'est vraiment un point à retenir. On a aussi l'accélération au niveau des mutations du travail, avec un point de bascule sur télétravail. Si la dynamique n'est pas uniquement le fait des urbains, bien sûr, c'est bien là qu'elle est la plus forte et que les bénéfices directement tangibles sur la qualité de vie sont les plus impactants. Donc on peut également citer le sujet du désorage, donc le fait de décaler ses horaires de travail pour éviter les heures de pointe. Certes, la pratique n'a pas connu une déferlante, mais chez certains profils, le phénomène pourrait devenir quand même non négligeable. Donc il ressort de l'Observatoire que près d'un tiers des cadres en agglomération parisienne pratiquent le désorage au moins une fois par semaine. Autre sujet d'importance dans les centres urbains, et pour lesquels là, vraiment des germes de changement apparaissent clairement, le rapport à l'espace public. On peut penser ici à la condamnation des places de stationnement pour étendre les terrasses pendant le déconfinement de mai. On a aussi la marche sur la chaussée, aussi qu'on a vu apparaître pour la distanciation physique, ou encore on a un certain nombre de restrictions sur la voiture, couplées aussi à la généralisation des coronapistes. On a ainsi vu depuis le début de la crise un réel mouvement dans le sens d'une réappropriation de l'espace public par les piétons, aussi par les cyclistes et les micromobilités.
Ce phénomène est observable d'ailleurs tant du côté des usagers que de celui des décideurs publics. Alors, est-ce que cette tendance sera pérenne dans l'après-crise? Certains signaux peuvent nous faire penser que oui. On a une réception donc, plutôt favorable des usagers, donc, comme le précisait Guénaël tout à l'heure, et l'accélération de certaines politiques. Donc on pense ici notamment à Paris et l'objectif de suppression de la moitié des places de stationnement d'ici la fin de la mandature. Alors, deuxième constat, c'est que les perspectives sont en revanche plus contrastées dans les zones aujourd'hui les moins pourvues en solutions de mobilité, et plus contrastées aussi chez les publics les plus empêchés. Donc certes, plusieurs signaux laissent présager une amélioration des conditions de mobilité dans les zones moins denses. Donc, le télétravail a également vu décoller sa diffusion, avec des bénéfices très nets en matière de qualité de vie, notamment pour des personnes souvent éloignées de leur lieu de travail. L'essor du vélo à assistance électrique, donc, dont la portée de 10 km, voire plus, là, vraiment rend possible un report de la voiture vers le vélo dans des contextes où c'était encore inenvisageable il y a quelques temps. On a aussi comme aspect très positif la structuration de ce qu'on pourrait appeler le micro-drive un peu partout sur le territoire. Donc par micro-drive, j'entends le principe de commande et de collecte organisé chez les producteurs notamment. Donc, par contre, dans ces contextes, on a quand même le fait que les contraintes structurelles qui pèsent sur la mobilité dans les zones moins denses ne vont pas être naturellement levées avec le champ d'innovation dont il est principalement question ici. Pourquoi? Parce que les leviers d'action ici sont très lourds à activer. Là, il s'agit de parler d'urbanisme, par exemple, ou d'infrastructures de transport. Aussi parce que l'impact du boom du vélo, par exemple, n'est pas du tout à la même échelle ici que dans les grands centres. Il est d'une moindre ampleur d'une part, et son potentiel de modification en profondeur des pratiques de mobilité en général, et de la démotorisation, par exemple, est beaucoup plus faible. D'autre part, on le sait, la crise exacerbe les inégalités. Il en va de même avec la mobilité. Donc les publics les plus fragiles sont encore les derniers à tirer parti des nouvelles possibilités offertes, car ils sont par définition plus contraints. On peut penser ici au contraste saisissant qu'on avait vu au moment du premier déconfinement entre les images de métros bondés à 6 h du matin et les mêmes métros vides à 9 h quand les cadres faisaient massivement du télétravail. Enfin, troisièmement, les leviers de réduction massive des émissions de gaz à effet de serre des mobilités ne semblent pas pouvoir profiter directement de la crise. Alors, tout d'abord, on l'a bien vu, il ressort clairement que la place de la voiture n'est pas remise en cause. Donc, avec les résultats de l'Observatoire, on voit que d'une part, dans les faits, le solde d'évolution pour ce mode est positif, et d'autre part, dans les représentations des Français, donc on a un recul marqué sur 2 indicateurs clés de l'Observatoire par rapport à 2018, comme l'a souligné Guénaël, la représentation des transports en commun comme moyen de transport d'avenir au profit des modes individuels, donc un recul de 9 points par rapport à 2018, et la représentation des services de mobilité en opposition à la voiture en pleine propriété, qui recule aussi de 18 points. Sur ce même sujet de la voiture, si on pense en fait à 2 des leviers clés pour la réduction de l'empreinte carbone de la voiture, donc le nombre de kilomètres parcourus et le taux de remplissage des véhicules, donc on pense ici à l'autopartage ou au covoiturage par exemple, les signaux ne sont pas spécialement encourageants. On voit par exemple qu'une majorité des personnes déclarant souhaiter quitter les grandes agglomérations anticipent par là même une augmentation de leur distance domicile-travail. Ça, c'est quand même un fait assez important. Et on peut ensuite s'inquiéter des soldes négatifs présentés par Guénaël sur l'évolution de la pratique du covoiturage et de l'autopartage. Plus généralement, on sait que le gros des émissions de CO2 des transports n'est pas généré dans l'hypercentre, mais plutôt dans les couronnes ou dans les zones moins denses. Donc, on peut se dire que l'impact des effets bénéfiques de la crise sera quand même pour être limité. Donc, sur le sujet du CO2, un signal positif quand même, l'avion. Donc, il ressort notamment de l'Observatoire que l'avion est le mode de transport dont les Français envisagent le plus de réduire l'usage, en particulier parmi les populations urbaines et diplômées, qui en sont les plus grandes consommatrices. Mais l'impact de ce phénomène est cependant à relativiser dans la mesure où l'avion ne représente qu'une part assez restreinte de l'ensemble des émissions du secteur. Donc voilà pour mes 3 enseignements clés. Donc pour finir face à ce constat, quelle piste pour l'action publique. Donc, le tableau que je viens de brosser peut paraître un peu sombre.
mais il serait dommage d'en rester là, car l'épisode que nous vivons constitue quand même clairement une formidable occasion de créer une rupture dans la trajectoire actuelle pour le secteur. Donc je vous propose plus quelques éléments de réflexion dans ce sens, sur les 3 thématiques que j'ai développées. Donc dans les centres urbains, que ce soit d'ailleurs dans les centres des grandes agglomérations ou des villes moyennes, donc se saisir de cette formidable dynamique autour des modes actifs, clairement, donc pour lesquels on a connu des avancées historiques. Donc on a une augmentation de la pratique du vélo de plus de 30% en milieu urbain, quand même, entre 2019 et 2020. Le double d'ailleurs dans les centres urbains des plus grandes agglomérations. Il s'agira ici, par exemple, de sécuriser les pratiques et de bâtir de véritables systèmes vélo. Ensuite, il y a un enjeu clair à redresser la barre au niveau de la voiture. Donc on voit qu'un des dangers, c'est justement la voiture, on va dire, comme valeur refuge dans ces temps d'insécurité sanitaire. Donc de vraiment viser un réel changement de paradigme sur le partage de l'espace public. Donc là, pour ça, il s'agira de travailler intelligemment à un renforcement des contraintes sur la voiture. Et on voit que les conditions pourraient s'y prêter davantage qu'avant la crise. Notamment avec la réception par les Français des aménagements des types Corona-Piste, type piétonisation des centres-villes, qui est quand même majoritairement positive. Un point de vigilance pour les centres, qui n'est pas nouveau, mais qui devient d'autant plus critique avec le boom des livraisons qu'on a connu à la faveur de la crise, c'est la logistique urbaine. Donc là, la réponse doit passer par de vraies politiques systémiques sur le sujet, donc bâtir des stratégies de maillage de plateformes logistiques au plus près des centres, orienter les véhicules vers des motorisations moins polluantes. On peut penser ici aux vélos cargo qui font quand même leur essor. Et donc pour les orienter, un bouquet de mesures existe, donc mêlant restrictions d'accès, infrastructures facilitantes ou encore subventions. Pour le moins dense, on a vu que les choses allaient moins naturellement, on va dire, alimenter au maximum la dynamique autour du vélo, avec comme priorité construire des itinéraires cyclables, favoriser leur continuité, les sécuriser, accompagner au mieux l'utilisation des outils existants comme le forfait mobilité durable ou les plans de mobilité employeurs, dans le siège de la loi d'orientation des mobilités de fin 2019. Et on peut également citer la nécessité de penser à des stratégies de proximité dans les zones les moins denses et de travailler à la redynamisation des centres-bourgs qui ont des impacts directs justement sur les mobilités, à la fois dans le vécu et dans l'empreinte des mobilités. Donc justement, concernant les émissions de gaz à effet de serre, pour finir, donc sur la longue distance, capitaliser sur le questionnement en fait, des pratiques autour de l'avion qui se renforcent à la faveur de la crise, faire en sorte par exemple que l'avion ne soit plus une option quand il est en concurrence avec le train. On voit d'ailleurs le retour du train de nuit en France, comme chez nos voisins européens, qui est une piste très intéressante. Et plus généralement, il s'agira de rendre toute son attractivité au transport en commun à la suite de la crise, et même œuvrer à renforcer vraiment leur place. Et je ne pense pas être démenti sur ce point par M. Fanichet de la SNCF qui s'exprimera dans un instant. Donc, pour conclure, donnons-nous rendez-vous dans 2 ans pour la prochaine vague de l'Observatoire, avec, on l'espère, d'une part, une crise qui sera loin derrière nous, et donc un contexte stabilisé, et des chiffres pour confirmer nos intuitions. Je vous remercie et je passe la parole à Marie Joly de l'ADEME. Marie, merci Laurent. Marie, je ne sais pas, en fait, on a moi, j'avais des chiffres, je n'avais pas trop le choix, mais est-ce que vous préférez pas être en vidéo? Ce serait peut-être plus vivant. Comme vous souhaitez. Enfin, soit vous montrez les chiffres, soit en vidéo, ce qui vous convient le mieux. J'ai pas de. Hop, comme ça, on va vous voir. Déjà, bonjour à tous et un grand merci à l'Obsoco et à Chronos déjà pour la réalisation de cette enquête qui est effectivement très utile et très très riche et la présentation détaillée et commentée de ces résultats. Alors effectivement, l'Agence de la transition écologique, donc l'ADEME, est très heureuse d'avoir pu contribuer au soutien, à travers notamment un soutien financier, au développement de cette édition un peu hors série, effectivement de l'Observatoire des mobilités émergentes en raison de la crise sanitaire, ce qui effectivement nous permet aussi d'avoir effectivement plus d'éléments pour mieux comprendre les impacts à très court terme, donc qui ont été présentés, et sur le plus long terme par les analyses que vous avez également présentées sur les changements de comportement de mobilité des ménages.
Alors, je ne vais pas détailler davantage et commenter davantage les résultats de l'étude. Peut-être juste souligner plusieurs phénomènes qui nous paraissent particulièrement intéressants. Donc, notamment, effectivement, vous l'avez mentionné, la croissance des modes actifs. Donc, qui s'explique par le contexte, mais qui également, on a bien vu, qui a été fortement accompagné par le développement de nouvelles infrastructures et également le développement de services. On pense également au coup de pouce vélo sur ce programme. Et les chiffres, notamment d'acquisition de vélos, sont là, présentés par Gwenaëlle, sont également là pour confirmer cette dynamique. On peut également présenter effectivement les chiffres de hausse de fréquentation en ce qui se concerne notamment le vélo, avec les données de l'association Vélo et Territoire qui montrent qu'effectivement entre 2019 et 2020, on a une augmentation de plus de 27% hors confinement, et que cette croissance a lieu sur tous les types de territoires, pour reprendre un peu les éléments. Par contre, je m'entends en double. Non, pas de problème. Donc, sur tous les types de territoires. Et il y a également une croissance de cette dynamique au niveau de la pratique du vélo qui est constatée également dans les territoires peu denses et les territoires périurbains. Donc, ce qui reflète effectivement l'ensemble aussi du panel de l'enquête de l'Observatoire. Je m'entends toujours en double. Alors, l'écho, c'est très pénible. Nous, on vous entend très bien. Je vais essayer de faire c'est pas grave. Et donc, sur la marche, effectivement, on voit que c'est le moyen de transport qui a connu la plus forte augmentation dans la crise sanitaire. Bon, bien entendu, en prenant en compte la limitation des 1 km qui joue également. Je profite également pour mentionner que c'est un point qui vraiment nous intéresse particulièrement, le développement de la marche. Et il y a une analyse actuellement, donc il y a un baromètre des villes marchables qui est actuellement en train d'être enquêté et qui est soutenu par l'ADEME, qui est réalisé par le collectif Place aux piétons, qui permet aux habitants d'évaluer jusqu'au 15 mars les pratiques piétonnes et la qualité des déplacements à pied au sein de leur ville, pour annoncer en mai 2021 un palmarès des villes marchables, donc qui est accessible, dont je pourrais vous mettre le lien dans la conversation. En parallèle, effectivement, on observe une réduction de l'usage des transports collectifs et des mobilités alternatives. Et effectivement, notamment des mobilités partagées et du succès du véhicule individuel. Bon, c'est effectivement en raison du contexte. C'est difficile de se projeter à plus long terme. Peut-être souligner notamment, malgré tout, dans les conclusions de cette enquête, le succès, enfin la réception positive de la notion des mobilités, qui semble effectivement avoir été bien vécue. Et ce qui est très intéressant du coup pour surtout le changement des comportements, qui est un des enjeux majeurs pour l'évolution des mobilités. En parallèle de ça, sur 2 sujets, je voulais notamment ajouter sur le télétravail et l'e-commerce. C'est une période qui, malgré le contexte un peu difficile de la crise sanitaire, qui a effectivement été propice à plusieurs études, notamment ce qui concerne effectivement les impacts du télétravail. Donc, l'ADEME a également fait une étude sur les effets rebonds du télétravail. Et notamment, ce qui est particulièrement intéressant pour nous et ce qui est visible dans l'enquête présentée, c'est le succès au niveau des modes d'approvisionnement, donc de l'e-commerce. Et sur ce dernier point, effectivement, la crise sanitaire a permis de mettre en avant l'importance des enjeux de la logistique et de la livraison à domicile, pour lesquels, encore une fois, il existe des alternatives qui ont pu être mis en place, renforcées pendant la crise, et montrer leur pertinence. On pense notamment à la solution de la cyclo-logistique pour le dernier kilomètre, au développement des usages de véhicules à faible émission et au développement des points relais. Donc effectivement, l'importance de report vers des modes plus économes dans vraiment cet enjeu de logistique qui aujourd'hui prend une place encore plus particulière dans le contexte actuel. Alors effectivement, dans les questions de projection et dans les conclusions de Chronos, les réponses donnent un avis très favorable au mode de transport individuel et montrent que la voiture tient encore une place particulière, notamment dans les représentations.
mais ce qui souligne notamment pour les pouvoirs publics l'importance donc de continuer à renforcer la proposition d'alternatives et surtout d'inciter à l'usage de ces autres solutions. Donc je conclurai juste en présentant 2 points. Effectivement, l'ADEME a publié récemment sa stratégie transport et mobilité qui repose justement sur trois axes qui sont l'axe effectivement de mieux comprendre cette demande, donc qui nous permet effectivement ces résultats, par exemple comme cet observatoire nous permet de mieux comprendre les impacts, notamment les études sur le travail et l'e-commerce, pour mieux comprendre les dynamiques et les changements de comportement, et de reporter, de favoriser le report vers des modes plus favorables à l'environnement, notamment en appuyant la pratique du vélo. Et enfin, d'essayer d'améliorer l'existant pour limiter l'impact sur l'environnement. Et pour conclure, notamment sur l'importance, donc l'ADEME a des outils notamment sur les territoires pour proposer le déploiement de nouvelles mobilités, en particulier dans les territoires peu denses qui, comme cela a été mentionné, a besoin d'un appui d'autant plus important pour se reporter vers autre mode que le véhicule particulier. Donc l'AMI, on a publié en décembre un AMI territoire de nouvelles mobilités durables, donc TENMOD, qui repose sur lesquels les collectivités peuvent effectivement solliciter un financement sur 2 axes, donc le financement de projets innovants en lien avec l'élaboration de stratégies de mobilité, donc qui se traduit notamment par une démarche de planification, et le second axe sur l'expérimentation de nouveaux services et de solutions de mobilité et de démobilité, qui effectivement aujourd'hui est un sujet particulièrement fort. Donc encore merci à l'Obsoco pour cette présentation, et effectivement avec beaucoup d'intérêt, on suivra, et la deuxième dans 2 ans, les résultats de cette enquête, du prolongement de cette enquête qui a lieu tous les 2 ans et qui effectivement nous apportera des résultats à voir comment va la tendance, dans quel sens elle évolue. Merci. Merci Marie. Guénel, je crois que tu n'as plus ton micro. Oh, alors j'allais dire, pardon, je parlais. Merci beaucoup, Marie. Donc, et donc Christophe, je vais vous passer la parole. Christophe Fanichet, vous êtes donc PDG de SNCF Voyageurs. Est-ce que vous êtes toujours parmi nous? Eh bien oui, je suis toujours parmi vous. Je recoupe mon micro pour vous laisser la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Nous, on est partenaires de l'Obsoco depuis toujours, et je pense qu'avec l'ADEME, on partage vraiment tous ces éléments, parce que c'est pour nous des formes de boussole, c'est d'autres formes pour nous d'appréhender la mobilité. Je trouve que ce regard un peu extérieur nous permet d'avoir une autre appréhension de la mobilité. Donc moi, ce que j'ai vu, c'est à quel point cette étude confirme véritablement comment les comportements de mobilité sont en train de changer de façon extrêmement importante. Et moi, j'y vois 2 mouvements. C'est à la fois une accélération de la transformation de la mobilité. Aujourd'hui, et vous l'avez répété pratiquement à tous les transparents, c'est la progression des modes doux, le vélo, la marche à pied. On l'a bien repéré, et ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est extrêmement important de prendre en compte, en particulier pour un transporteur comme nous qui faisons plutôt des longs parcours, et donc avec un objectif de trouver une véritable complémentarité. Mais le deuxième mouvement de fond, c'est aussi des ruptures et une démobilité. Et on l'a bien vu avec le télétravail. Donc moi je retiens de votre étude 2 points. L'accélération des modes doux dans lesquels on doit trouver une complémentarité, mais aussi des ruptures dans lesquelles les Français se déplacent moins, et y compris dans le mode professionnel avec le télétravail. Alors moi, ce que je vois aussi, c'est qu'il faut qu'on soit lucide. La mobilité durable et partagée, si je le regarde aujourd'hui, elle est menacée à très court terme lorsque je la regarde sur des parcours plus longs. Et l'étude montre que c'est le transport collectif qui subit de plein fouet la crise. J'ai bien vu les transparents, j'ai bien regardé où était le transport collectif, et on voit bien qu'il est dans le bas de tous les éléments, et on sait pourquoi. Le sanitaire nous le rappelle, et j'y reviendrai sur ce sujet.
notre entreprise, par exemple, a mis des milliers d'emplois pour répondre à cette question du sanitaire et réaffirmer la confiance qu'on peut en avoir. Je donnais les chiffres vendredi dernier à l'ensemble des journalistes sur ce que nous constations nous-mêmes sur la mobilité dans le ferroviaire. Aujourd'hui, ce que nous avons constaté sur l'année 2020, c'est que nous avons perdu 42% de nos voyageurs. Pour la SNCF, nous opérons 5 millions de voyages au quotidien, donc 42% d'entre eux ont disparu. Aussi bien sur la courte distance, c'est 45% en Île-de-France, c'est 35% dans toutes les régions et c'est 42% sur les longues distances. Donc, ce que l'Obsoco nous a démontré, on le corrobore avec les chiffres et ces 5 millions de voyages qui se sont complètement amoindris de plus de 40%. Moi, ce que je vois également, c'est que c'est au-delà des modes doux, qui sont la marche à pied et le vélo, c'est que c'est la voiture qui a gagné. Et pour moi, il y a un peu un paradoxe dans cette étude, c'est-à-dire que les Français veulent plus d'écologie, plus de modes doux, et pour autant, ils prennent plus la voiture et non pas la mobilité partagée qui sont offerts par les transports collectifs. Moi, j'en vois l'inscription d'une attente sanitaire renforcée, ce que ont fait l'ensemble des opérateurs de transport collectif et en particulier notre entreprise. Et lorsque je regarde cette demande d'écologie, lorsque je compare par rapport à la voiture, c'est un ratio de 30 à 80 fois moins polluant. Et donc, cette espèce de paradoxe de plus d'écologie, plus de mobilité durable est un peu contredit par la mobilité en voiture, mais que je comprends par l'axe sanitaire. Et donc, pour ce faire, nous, ce qu'on a fait à la SNCF, en regard de ce que vous avez dit, c'est que nous avons continué à rassurer pour avoir un objectif, continuer à convaincre les Français à prendre le train. Les Français, d'ailleurs, si je regarde les chiffres que nous avons eus en trafic, cet été, 85% des Français qui avaient pris le train en 2019, cet été, l'ont repris en 2020. Donc, on n'en a perdu que 15%. Et à Noël, c'est 70% d'entre eux. En revanche, les professionnels sont beaucoup plus partis, et vous l'avez très bien expliqué, avec le principe de démobilité, de télétravail, qui ont complètement repris cours. Donc, les clients loisirs continuent à faire confiance à la mobilité partagée. Les clients professionnels ont disparu, mais je dirais tout simplement parce que les conditions sanitaires sont telles qu'il y a une mobilité beaucoup plus faible. Alors, cette étude, elle montre aussi combien les attentes, elles évoluent au-delà du seul sujet sanitaire. Et donc, pour nous, ce que nous avons inscrit dans la feuille de route pour SNCF Voyageurs, c'est 2 mots d'ordre. La reconquête, car on doit retrouver les voyageurs. Et moi, j'ai souvent l'habitude de dire que le concurrent principal du train, c'est la voiture. Et lorsqu'on veut une mobilité écologique et durable, c'est le transport collectif. Et vous comprendrez que je suis le promoteur du train. Mais c'est aussi la réinvention, car aujourd'hui, vous l'avez bien démontré dans votre étude, les modes de mobilité ont changé, les attentes ont changé. Et si je donne 2 exemples de réinvention, c'est les nouvelles formes de travail. Aujourd'hui, dans les trains du quotidien, le télétravail est très présent et notre entreprise a anticipé ce mouvement en proposant aux régions, aux conseils régionaux, de nouvelles formes d'offres. Tout simplement, par exemple, une offre de télétravail. C'est ce que nous avons en région Nouvelle-Aquitaine ou en région Sud. On leur a proposé un nouvel abonnement, alors qu'avant, on avait des forfaits illimités. Vous preniez le train quand vous voulez. Aujourd'hui, les Français veulent que nous puissions nous adapter à le juste nécessaire de leur consommation de mobilité. Et puis, Chronos l'a relevé également, nous sommes très engagés sur l'étalement des heures de pointe. Là encore, d'abord, notre entreprise et tous nos sièges sont invités à décaler leurs horaires de prise d'embauche, car nous avons tous envie de pouvoir circuler dans les meilleures qualités, les meilleurs conforts possibles. Et les heures de pointe, il faut arriver à les étaler. C'est un vœu pieux que nous avions avec plusieurs régions et je trouve que le sanitaire nous y a aidés. Et d'ailleurs, on a, sur ce sujet-là, permis de dire aux Français quand est-ce que leur train était plein et lorsqu'ils étaient vides, de telle façon à ce qu'ils puissent s'y adapter. C'est également valable pour les longues distances. Ce qu'on a vu, c'est des comportements qui ont complètement changé. De plus en plus des demandes de déplacement de dernière minute. Les gens ne réservent plus 2 mois, 3 mois à l'avance. Cet été,
en moyenne, la majorité des Français avaient réservé 15 jours avant leur départ. Et cet hiver, c'était dans la dernière semaine. Donc là encore, les modes de consommation de la mobilité longue distance ont changé. Et nous le voyons également avec un appétit sur les déplacements train plus qu'avion, puisque je dirais le ratio est très clair, c'est 80 fois moins polluant. Et on le voit sur deux zones, l'engouement sur les trains de nuit. Et nous avons sur ce faire deux objets. Un, l'ouverture de 2 lignes nouvelles de trains de nuit au printemps sur le Paris-Nice et cet hiver sur le Paris-Tarbes. Et puis surtout un partenariat que nous avons fait avec d'autres pays européens. Vous ne l'avez pas relevé dans votre étude, mais la dynamique que vous avez montrée sur la France est complètement valide, y compris sur les autres pays européens. Et c'est pour cette raison qu'avec 3 autres pays, l'Autriche, l'Allemagne et la Suisse, nous sommes en train de travailler pour permettre le développement des modes doux, en tout cas en ferroviaire, qui consomment moins et pour tout le monde. Donc voilà moi les quelques mots que je voulais vous dire. Moi, ce qui me surprend et sur lequel surtout des entreprises de mobilité comme les nôtres doivent répondre, c'est qu'on est dans une forme de paradoxe, avec une tendance de fond avec plus d'écologie et pour autant il y a plus de voitures et des attentes très fortes sur plus de sanitaire, en tout cas plus de confort sur la mobilité collective. Il faut que nous réagissions. C'est ce que nous allons faire, nous, pour SNCF Voyageurs. Et ce que je peux vous dire, c'est que le travail que nous faisons, c'est un travail d'anticipation. On doit préparer le télétravail, on doit préparer de nouvelles offres tarifaires, qu'elles soient plus accessibles, plus simples. On a vu par exemple que jusqu'à encore dernièrement, l'échange et le remboursement étaient gratuits jusqu'à la dernière minute. Tout simplement, on doit faciliter la vie des Français dans ces mobilités qui doivent être pris au dernier moment. Donc, deux phénomènes de fond, le télétravail auquel on doit pouvoir répondre, les longues distances auxquelles on doit pouvoir répondre aussi bien pour le loisir que pour le professionnel. Et là-dessus, je trouve que votre étude illustre des tendances de fond très importantes. Et je trouve, pour le coup, pour la mobilité, que votre étude montre bien qu'il faut que des opérateurs anticipent et soient au rendez-vous de ces nouvelles mobilités. Même si, pendant la période sanitaire, je comprends et j'entends que les Français ont plutôt envie d'individualisme, mais nous devons être au rendez-vous lorsque ces conditions sanitaires seront, j'espère, et le plus vite possible, derrière nous. J'espère que nous pourrons leur prouver que l'écologie sera au rendez-vous et le train en est la solution. Voilà les quelques mots que je voulais pour compléter et surtout vous remercier infiniment car si je devais vous dire complètement ce que je pense de votre étude, et vous le savez, elle a fait un petit cataclysme chez nous, parce que vous imaginez bien, lorsqu'on voit que le produit que vous défendez, les 70 000 collaborateurs de SNCF Voyageurs, vous apercevez que vous êtes tout en bas dans un tableau, ça vous interroge. On a été au rendez-vous des Français tout au long de l'année 2020 par de nouvelles conditions sanitaires, et moi je peux vous dire qu'on le sera dès que ces conditions sanitaires seront complètement résolues. Voilà. Merci, merci beaucoup Christophe, et puis merci à Marie et Laurent. Alors, il nous reste quelques minutes. Si vous avez des questions pour Christophe, pour Marie, pour Laurent ou pour nous, Agnès, Boris sont là aussi pour vous répondre. Donc, n'hésitez pas. Maintenant ou par email plus tard, comme vous le souhaitez, mais maintenant on a un petit peu de temps. Je vois qu'une main s'est levée. Sandrine Garnier. Non, je crois que Sandrine a quitté plutôt la réunion. Alors, elle a quitté en disant au revoir, peut-être. Peut-être d'autres questions? Bon, s'il n'y a pas de toute façon, nous allons vous envoyer le dossier de presse, donc la présentation de ce matin et puis le communiqué de presse. Et surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions qui vous viennent à la lecture de ces documents. On a déjà quelques mails, je crois, donc on va pouvoir partager plus mais n'hésitez pas, en effet. Et puis, sinon, alors
retourner à vos activités habituelles. Et puis, on était ravis de partager cette étude avec vous et on vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir à tous. Bonne journée, au Bonne revoir. journée. Au revoir et merci. Au revoir et merci, merci.